Bonjour, je suis le professeur Maurice Tardif et je vais aborder aujourd'hui des commentaires et précisions sur les pistes d'études, cette fois-ci du module 4, qui porte sur le 17e siècle, la naissance de la pédagogie scolaire et de l'instruction du peuple. Le module 4 fait référence, vous le trouvez dans le site Internet, à 4 pistes d'études. Je ne les répéterai pas ici, vous les avez sous les yeux dans le site Internet. Nous avons commencé dans le module précédent, le module 3 sur la Renaissance, à découvrir un mouvement de bascule civilisationnelle. On voit apparaître à partir du 14e, 15e siècle ce qu'on appelle la Renaissance. Ce mouvement-là est un bascule de l'univers chrétien. L'univers chrétien qui dure 1000 ans, donc du 4e au 14e siècle à peu près, qu'on appelle le Moyen Âge, la période médiévale, commence à basculer à la Renaissance. Ce mouvement de bascule-là, dans les siècles suivants, va prendre de l'amplitude, va prendre de l'ampleur. Il va conduire au monde moderne. Le 17e siècle poursuit le mouvement de modernisation amorcé à la Renaissance. Le processus de basculement de l'univers chrétien, dont j'ai décrit tantôt les principaux facteurs, la découverte du monde, l'héliocentrisme, l'invention de l'imprimerie, l'apparition et le développement des États européens, la scission au sein de l'Église chrétienne entre les protestants et les catholiques. Donc l'univers catholique, l'univers chrétien, l'univers médiéval, commence lentement à se fissurer. Le 17e siècle, c'est une amplification de ce phénomène-là. Il y a certains phénomènes importants qui se produisent. Bon, j'ai parlé déjà du développement de l'astronomie, mais au 17e siècle, les sciences naturelles se développent et s'amplifient. Descartes, Newton. De nouvelles philosophies apparaissent. La philosophie était dominée jusqu'au 16e-17e siècle par la théologie. La philosophie occidentale reposait sur Aristote et Platon, mais surtout Aristote, mais Aristote interprété à la lumière du christianisme. Donc la philosophie médiévale, la philosophie du Moyen Âge est essentiellement la servante de la religion. C'est une philosophie, c'est une reprise de l'ancienne philosophie gréco-romaine, mais servie à la sauce chrétienne. Au XVIIe siècle, on voit apparaître de nouvelles philosophies, et notamment la philosophie de René Descartes. René Descartes revendique dans sa philosophie un nouveau centre de vérité qui est le « je ». Je pense donc je suis, ego cogito, ergo sum. C'est un nouveau centre de gravité. Le « je », donc l'individu, la conscience, la raison, devient une source de vérité. On voit aussi apparaître des nouvelles philosophies comme Bacon, philosophie empiriste qui met l'accent sur l'expérience. Le XVIIe siècle voit s'amplifier un mouvement qui existait dans les derniers siècles, qui est celui de l'urbanisation. Les villes européennes prennent de l'ampleur. Elles s'élargissent. Les gens des villages, les gens des zones rurales se déplacent vers les villes. Le renforcement des États-nations se poursuit. Des guerres se déclarent partout en Europe. On voit commencer tranquillement à apparaître le capitalisme, notamment en Italie avec le développement des banques, le développement des échanges, notamment dans l'Europe du Nord avec le développement de la bourgeoisie, des marchands. Donc, les fondements de nos sociétés modernes se mettent en place au 16e, mais 17e siècle, et on va voir par la suite qu'ils ne font que s'amplifier. Le 17e siècle accentue les processus qui étaient à l'œuvre à la Renaissance. Il est marqué par le triomphe du livre et de l'alphabétisation. La société se complexifie, les États se développent, les bureaucraties se développent, les bureaucraties étatiques se développent, l'industrie se développe, les villes se développent, le commerce se développe, l'administration du commerce se développe. De plus en plus, s'exerce une pression sur les populations pour que les gens apprennent à lire.
Donc la lecture commence à sortir, la lecture et l'écriture commencent à sortir du cercle étroit des élites traditionnelles qui étaient les élites de la noblesse et les élites cléricales. La lecture et l'écriture deviennent des nécessités pour assurer le mode de fonctionnement dans la société au 16e, 17e siècle et de plus en plus par la suite. On assiste au 16e siècle et 17e siècle surtout au passage d'une civilisation qui était largement orale à une culture où domine la pratique de l'écrit. Et comme je le disais, la révolution de l'imprimé, la révolution de Gutenberg va soutenir cette extension de l'apprentissage du livre imprimé et par conséquent de l'importance d'apprendre à lire et à écrire. L'essor de la bourgeoisie, l'essor du commerce, l'essor des banques, l'essor des administrations étatiques nécessite aussi de former des nouvelles élites qui ne sont ni des curés, ni des nobles ou des aristocrates. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui des administrateurs, des fonctionnaires, des cadres, qui vont gérer les nouvelles organisations sociales qui naissent. Donc, il y a une pression, non simplement pour l'éducation comme grande finalité, là, chez Rabelais ou Erasme, mais une pression à l'instruction. Autre phénomène, j'ai dit qu'à la Renaissance, on voit apparaître une scission au sein de l'Église, entre les protestants et les catholiques. Cette pression-là est largement à l'origine de la naissance de l'école moderne et de la pédagogie moderne. Pourquoi? Je l'ai mentionné dans le module précédent. Le protestantisme, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une critique de l'institution catholique romaine. Le protestantisme dit grosso modo, on n'a pas besoin du pape, des évêques, des théologiens pour comprendre la parole de Dieu. Chaque croyant, chaque fidèle peut entrer en relation intime avec Dieu à l'aide de la lecture de la Bible. Chaque croyant, chaque personne peut se faire lui-même une idée du message de Jésus et du message de Dieu par la lecture de la Bible. Par conséquent, le croyant protestant n'a pas besoin d'interprète. Il n'a pas besoin d'autorité qui va lui dire quoi lire et quoi penser, à quoi croire. Au contraire, il peut se forger lui-même sa propre opinion à partir de la lecture du texte. Par conséquent, pour être protestant, il faut savoir et apprendre à lire. Donc, dès que le protestantisme se développe en Allemagne, en Suisse, dans les États du Nord et plus tard en Angleterre, les protestants vont ouvrir des écoles, mais non plus simplement des écoles pour les élites, mais des écoles pour le peuple, notamment des petites écoles pour les enfants, des petites écoles, y compris dans les villes et les milieux ruraux, pour les enfants pauvres. Les catholiques, voyant cette expansion d'un premier réseau scolaire protestant, vont contre-attaquer en ouvrant aussi des écoles primaires et plus tard secondaires avec les jésuites. Dans le fond, le 17e siècle, c'est le déclenchement de la guerre des écoles entre catholiques et protestants pour contrôler les enfants et la pensée de la population. Les écoles sont d'abord des instruments d'inculcation religieuse. On veut, à travers les écoles, atteindre les populations, et notamment les populations pauvres, les populations des villes, les populations des campagnes, pour toucher leur âme et conscience et les convertir au catholicisme ou au protestantisme, ou, s'ils sont déjà convertis, raffermir leur foi. À travers la naissance des premières écoles européennes, par conséquent, on observe une lutte entre le protestantisme et le catholicisme. Cependant, cette lutte-là va avoir des résultats, parce qu'on envoie des dizaines de milliers, de centaines de milliers de jeunes, d'enfants européens dans les premières écoles. Ces écoles-là sont très petites, ça ressemble à nos écoles de rang, par exemple, dans les campagnes qu'on avait au Québec, des écoles à classe unique. Dans les villes, c'est des écoles un peu plus nombreuses. Je vous donne des statistiques. Là, par exemple, en 1690, donc 10 ans avant le début du siècle, là, seuls 29 % des hommes et à peine 14 % des femmes savaient écrire leur nom. À la fin du siècle, un siècle plus tard,
donc en 1790. Ils seront respectivement 48 et 27 % à savoir lire. Donc le 17e siècle, sur un temps long, là, plus d'un siècle, va alphabétiser une partie de la population. Un autre phénomène qui est à l'origine de la pédagogie au 17e siècle, c'est, j'en ai parlé dans la capsule précédente, c'est le développement des villes. L'urbanisation se développe. L'urbanisation fournit le cadre dans lequel va naître la famille moderne. La famille moderne, c'est quoi? C'est papa, maman et les enfants. La famille traditionnelle, c'était la famille qui vivait en milieu rural. Les enfants étaient là avant tout pour travailler, c'était des familles nombreuses, les grands-parents, les cousins, les frères, les sœurs, tous vivaient sur l'unité qui était la ferme. Et les enfants apprenaient de manière traditionnelle, ils devenaient fermiers en travaillant avec les fermiers et en étant membres d'une famille de fermiers. Dans les villes, la situation est différente. Les parents, de plus en plus, vont travailler. Le père va travailler, la mère aussi. Que faire des enfants, surtout des enfants des milieux pauvres? Il faut, par conséquent, trouver une solution au développement d'une enfance urbaine. Un catholique qui s'appelle Démia va dire une phrase célèbre, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison. » Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Donc, on voit apparaître au 17e siècle, et c'est la thèse centrale du chapitre 4, un nouvel ordre scolaire, ce qu'on peut appeler la création de la pédagogie scolaire traditionnelle. Au Québec, on fait souvent la critique de la pédagogie traditionnelle, par exemple du cours magistral au secondaire. D'où vient cette pédagogie traditionnelle-là? Fondamentalement, elle vient du 17e siècle. Elle émerge au 16e, mais elle va connaître son apothéose au 17e siècle et ses développements subséquents par la suite. D'abord, il faut insister sur le fait, comme je le disais tantôt, que les écoles sont des créations d'institutions religieuses. Et donc, elles sont fortement marquées par la religion. Donc, au 17e siècle, la pédagogie, l'école, n'a pas pour but, contrairement à la nôtre aujourd'hui, de rendre les enfants heureux et autonomes, ni de développer leur capacité intellectuelle. Donc, l'école ne vise pas le bonheur des enfants, ne vise pas le développement intégral des enfants. L'école du 17e siècle ne vise pas les rendre autonomes et joyeux, ni d'abord leur capacité intellectuelle. Elle vise essentiellement à leur inculquer des valeurs religieuses, catholiques et protestantes, à contrôler les enfants, à les soumettre à l'ordre social et autoritaire des adultes. En d'autres mots, ordre, obéissance, punition sont les maîtres mots de cette pédagogie-là. Moi, je suis né dans les années 50. Par conséquent, j'ai été à l'école au début des années 60, à l'école primaire, et j'ai encore connu, je dirais, la fin de la pédagogie traditionnelle. Donc, j'ai été instruit à l'école primaire avant la Révolution tranquille. À l'époque, l'école primaire faisait carrément peur. Je me souviens, en deuxième année, j'avais peur de mes enseignants. Et beaucoup de ces enseignants-là étaient des frères des écoles chrétiennes. Les enfants étaient régulièrement battus. Les professeurs se promenaient avec une ceinture ou ce qu'on appelle une férule. L'ordre et l'obéissance étaient absolus. Or, quelques siècles avant, au 7e siècle, c'est ce phénomène-là qui se met en place avec de plus grande ampleur. Là, vous allez voir une image qui montre qu'au 17e siècle se mettent en place les grandes institutions de la modernité. C'est une thèse d'un philosophe et un historien qui s'appelle Michel Foucault. On voit apparaître au 16e, 17e siècle les premières prisons, les écoles, les hôpitaux, les hospices. Quand vous regardez cette image-là, vous voyez que toutes ces structures-là, ces nouvelles organisations qui apparaissent au 17e siècle, ont une même structure, une structure carcérale. Par exemple, quand vous entrez dans une école, vous avez une porte sur un côté puis une porte sur l'autre. C'est encore comme ça. Quand j'allais chercher mes enfants à l'école primaire et secondaire, la plupart des écoles sont faites comme ça. Et de chaque côté, vous avez une distribution de cellules qu'on appelle des classes. Quand vous entrez dans une prison, c'est exactement la même chose. Vous avez une porte au bout d'un corridor, il y a une porte à l'autre bout, et vous avez des pièces qui sont les cellules avec les prisonniers. Si vous avez déjà visité une asile d'aliénés, comme l'ancien Saint-Jean-de-Dieu, maintenant Louis-Hippolyte, c'était fait exactement pareil.
Les hôpitaux sont faits comme ça. Vous allez à un hôpital, vous rentrez dans l'aile, il y a un poste de garde. À l'autre bout, il y a un autre poste de garde. Et entre les deux, il y a des chambres dans lesquelles sont les patients. Il y a une structure qu'on peut appeler une structure carcérale. Quand vous regardez une école, dans le fond, c'est comme le montre le transparent que vous avez à l'écran, là. Il y a vraiment une structure cellulaire. C'est une direction d'école et tu as des classes qui sont divisées. Hein, c'est exactement comme une boîte d'œufs. Dans chaque coquille, il y a une classe. Et quand vous entrez dans une classe, vous voyez la même division. Tous les enfants sont en rang. Et devant eux, vous avez un enseignant. C'est cette structure-là qui se met en place, non seulement dans les écoles, mais dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les hospices. Au 17e siècle, on appelle aussi l'âge classique. L'enseignant n'est pas là pour rendre les enfants heureux. Il est là d'abord pour les contrôler. C'est au 17e siècle que se met en place le contrôle du groupe, c'est-à-dire une méthode simultanée d'enseignement. L'enseignant, comme aujourd'hui, par exemple, quand je donne un cours à l'université, j'ai tous mes étudiants devant moi. Si j'enseigne au cégep ou au secondaire, c'est la même chose. Mes étudiants sont assis en rang d'oignon. Par conséquent, on appelle ça une méthode simultanée. J'ai tous mes élèves devant moi et je les observe. Je les surveille. Je vois si l'un est turbulent, si l'autre est en train de dormir. Non seulement c'est une façon d'enseigner, mais c'est une façon de contrôler un groupe. C'est au 17e siècle que cette technique pédagogique-là va se développer. C'est au 17e siècle aussi qu'on assiste au contrôle du temps. Il y a un temps pour la récréation, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour lire, il y a un temps pour faire des exercices, il y a un temps pour faire des devoirs. Il y a un contrôle de l'espace et des déplacements. On ne peut pas sortir de la classe quand on veut, comme on veut. Il faut demander des permissions. Les déplacements dans l'école sont contrôlés. L'espace est quadrillé. Quand tu rentres à l'école, tu dois aller dans telle classe et non pas dans telle autre. Comme quand tu rentres en prison, tu t'en vas dans telle cellule et telle autre, et non pas telle autre. L'enfant lui-même est contrôlé. Par exemple, je me souviens très bien, lorsque j'ai appris à écrire, que la maîtresse, en première, deuxième année, venait placer ma main exactement comme il fallait pour faire des beaux Z. Et j'avais même gagné un prix avec le Z. Je faisais le meilleur Z de Zibeline. Il y avait un contrôle corporel. Les enfants gauchers souffraient parce qu'ils devaient oublier leur main gauche et apprendre à écrire d'une certaine façon en belles lettres rondes et détachées. Notre corps était contrôlé. Il ne fallait pas bouger sur la chaise. Il fallait rester assis, il fallait regarder en avant, il fallait lever la main pour poser une question. Donc, il y a un contrôle, et pas juste un contrôle intellectuel, un contrôle physique des enfants. Et ce contrôle-là est exercé sous une surveillance constante. C'est au 17e siècle qu'on instaure des punitions et des récompenses. Les Jésuites étaient extrêmement forts dans ce système-là d'émulation et de récompense. Quand on faisait quelque chose qui était bien, on était récompensé. Quand il y avait quelque chose de mal, on était puni. Donc, non seulement on contrôlait le temps, l'espace, les enfants, mais on contrôlait aussi l'apprentissage par des punitions et des récompenses. Les savoirs qu'on enseignait étaient aussi contrôlés. On n'enseignait plus les choses dans le désordre. Les choses avaient un ordre, on allait du simple au complexe, du concret à l'abstrait, du facile au difficile. Finalement, l'enseignant lui-même, le maître, était contrôlé. Parce que les premiers enseignants, pour la plupart, appartenaient à des ordres religieux. C'était des communautés enseignantes, des hommes et des femmes. Ce sont ces communautés-là qui ont quitté la France et qui sont venues au Québec. Par exemple, les Ursulides, les frères des écoles chrétiennes dont je vous parlais tantôt. Donc, le maître n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Il était lui-même sous la férule de supérieur. Il était lui-même une personne obéissante. Donc, c'est au 17e siècle que naît la nouvelle pédagogie contemporaine, la nouvelle pédagogie traditionnelle, parce qu'elle est nouvelle à l'époque. Mais cette pédagogie-là va devenir justement ce qu'on appelle la tradition pédagogique. C'est-à-dire où la classe est un lieu quadrillé, où les élèves sont assis en rang d'oignon, où l'enseignant les regarde, où l'espace est contrôlé, où les élèves ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas se déplacer sans demander la permission, où les élèves sont observés par l'enseignant ou parfois par des surveillants qui regardent à travers la porte de la classe. C'est une classe qui fonctionne par le biais de punitions et de récompenses. Bref, le 17e siècle marque l'émergence de la pédagogie traditionnelle.
Donc, on voit, quand on compare ce qui se passe avec le 17e siècle, avec tout ce que j'ai parlé dans les vidéos, dans les présentations précédentes, que l'enseignement, que l'éducation, que l'école et que la pédagogie ne sont pas du tout nés en même temps. L'éducation a toujours existé. Je l'ai dit, elle est une activité humaine fondamentale. Où il y a eu des hommes, il y a eu de l'éducation. L'enseignement en Occident est apparu avec les sophistes qui sont les premiers professeurs. L'école, elle, est apparue, grosso modo, au Moyen Âge comme milieu moral organisé, et finalement, la pédagogie telle qu'on la conçoit aujourd'hui est née au 17e siècle. Merci.